Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém. Salut, hello. Et un ami qui nous vient tout droit de Nîmes, Mathieu. Bonsoir. C'est un ami de la fac. On invite souvent des amis de la fac, et celui-ci est particulièrement un addict de Disney, et ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un Disney, et que les chiffres sont sur Disney, n'est-ce pas ? Ouais, bien sûr. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et que vous pouvez nous suivre sur Insta, TikTok et X. Le film à l'affiche de cet épisode est Conclave, le thriller chrétien avec Ralph Fiennes. Côté rattrapage, on reste sur des questions religieuses avec Hérétique, un film d'horreur avec Hugh Grant, et on parlera aussi d'un Disney, Vaiana 2. Yeah. Et heureusement que c'est pas le film principal. Ouais. En deuxième partie de l'émission, Jérém nous fait donc les chiffres des suites Disney. Oui. Moi, je vous fais jouer avec un acteur légendaire du cinéma américain, et Julien est le détenteur de la carte Joker. Mais, comme d'habitude, on commence l'émission avec des news, et moi je vais commencer par la mienne pour une fois. Allez, Ça me fait plaisir. Vous aimez Hitman, le jeu vidéo ? c'est sympathique, Hitman. Vous aimez Jean-Claude Van Damme ? Oui. Mais Trop bien, surtout, Jean-Claude Van C'est Damme. comme l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Donc, mais surtout, est-ce que vous rêvez de tuer Jean-Claude Van Damme ? Bah non, mais... On peut tuer Jean-Claude Van Damme, tu vas Eh me bien, dire. vous allez pouvoir le faire dans une mission éphémère du jeu Hitman. C'est un jeu dans lequel on joue un tueur à gages chauve avec un code barre sur la nuque. Il le rase à un moment, son code barre. Non, sérieux ? Ouais. Mais spoiler ? Ouais. Voilà. Julien, c'est quoi ta news ? Alors, pour ma news, on va parler des Critics' Choice Awards. Alors, les Critics' Choice Awards pour la télévision, parce qu'il y a aussi les Critics' Choice Awards pour le cinéma. Et donc, ils ont annoncé leur nomination. Donc la cérémonie aura lieu en janvier 2025 et la grosse domination est pour la série Shogun, donc la série historique sur le Japon médiéval qui a pas moins de 6 nominations. Alors évidemment on va retrouver les grands classiques, Abbott Elementary, la série de Disney Only Murder in the Building, The Bear, la fameuse série, et aussi étonnant que ça puisse paraître, dans The Bear, Jeremy Allen White et Ayo Edebiri ne sont pas nommés dans les rôles de meilleure interprétation. Voilà. Du coup, il est nominé pour quoi, The Bear ? The Bear, il me semble qu'il va être nommé sans doute pour les meilleures séries comiques. Il me semble qu'il joue en comique. Je n'ai jamais compris pourquoi on le mettait dans comédie, cette série. Mais voilà. Et sinon, pour tout ce qui est acteur, on va retrouver Only Murder in the Building, What We Do in the Shadow, English Teacher, mais pas de The Bear. Ok. Mathieu, c'est quoi ta news ? eh ben, moi, ça concerne Viggo Mortensen, alors qu'on est en pleine avant-première du prochain film Seigneur des Anneaux sur la guerre des Rohirrim. Eh ben, il a officiellement été invité à rejoindre le futur film de la saga, à savoir La Traque de Gollum. Et la production a confirmé que l'information était vraie, qu'il avait été invité à reprendre son rôle d'Aragorn, mais aussi qu'il n'utiliserait pas d'IA pour le film, notamment pour le rajeunir. Ils ont dit qu'il ferait tout en digital, mais en utilisant des artistes et non pas de l'intelligence artificielle, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour le cinéma, je trouve. Y a pas Ian McKellen aussi dans les parages ? Bah alors il y a peu eu d'infos sur Ian McKellen, mais disons que ça ferait du sens, c'est que lui il a toujours dit que tant qu'il était assez en forme pour jouer Gandalf, il reviendrait jouer Gandalf. Donc, Et Jérémy ? Florian Emilio Siri aurait dû réaliser Collatéral. Oui, en effet, le réalisateur donc de Elias, qui est sorti récemment cette année là, de Clo-Clo, de L'ennemi intime, aurait dû réaliser Collatéral. Alors, il a dit ça à nos confrères, j'allais dire, comme si on était des journalistes, mais non, mais aux années. Nos confrères qui sont payés. Voilà, nos confrères qui sont payés des années disques. Et donc, oui, en effet, donc il a fait un petit passage par les États-Unis, notre cher Florian Emilio Siri, avec Bruce Willis, avec un film avec Bruce Willis, donc qui était Need Gap. Et donc derrière, il y a quelques studios américains qui ont voulu de lui, et on lui a donc proposé Collatéral, qui finalement est revenu à Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx, qui est un chef-d'œuvre que on peut qualifier de chef-d'œuvre. Ouais. C'est un très bon film. Chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais très bon film. Chef-d'œuvre du numérique. Oui. Ah, les scènes en taxi, Oui. moi j'aime bien. Non mais c'est vrai. Mais bon, Hit, c'est mieux. Donc voilà. Vraiment, j'étais juste surpris de lire ça, quoi. On va passer à la grosse critique du film. Souvenez-vous de À l'Ouest, rien de nouveau sur Netflix. L'avez-vous vu ? Oui. Non. et pas encore. Ouais, non plus. Il y a que moi qui l'ai vu. Je voulais le voir l'an dernier pour les Oscars, mais j'ai pas pris le temps. Donc toujours pas. Je me suis emmerdé comme pas possible devant. C'est peut-être l'effet Netflix, hein, après. Oh, ça, t'as déjà donné ton avis. Non. Bon, en tout cas, son réalisateur Édouard Berger revient au cinéma avec un thriller autour du Vatican et de l'élection d'un pape. Il y a donc Ralph Fiennes, Stanley Tucci et aussi John Lithgow au casting, et j'ai l'impression que les gens sont hype. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir.
Nous sommes cloîtrés. Et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Après la mort du pape, le cardinal Lorenz, réticent, est chargé de superviser le groupe des cardinaux du monde entier, chargé de sélectionner un nouveau chef pour l'Église. Mais alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Est-ce que c'est pas House of Cards ? Avec des jupes. Avec des soutanes. Je suis pas rentré dedans, mais je pense que c'est la faute à la lumière. Ah ouais ? Ah, j'ai trouvé ça trop sombre. J'ai pas réussi à... Sérieux ? Mais peut-être que c'était juste ma position dans la salle, mais tout me paraissait très très sombre dans le film, et j'ai pas du tout pleinement profité de la photographie. C'était un film que j'attendais, parce que déjà Ralph Fiennes, parce que ça avait tout pour me plaire, donc film sur la religion, film ultra politique, et je trouve que le film fonctionne très bien en termes de trailer, en termes de suspense, mais c'est un film que, une fois digéré à froid, tu te rends compte très vite de ses limites et tu te rends compte que c'est un produit totalement formaté pour les Oscars. Exactement, et je le trouve frileux, moi, sur le thriller. Ah mais tu te rends compte qu'il est très... Une fois que tu es sorti de la salle, tu te dis, mais tu récapitules ce que tu as vu, tu dis, c'est quand même très simpliste. Ah mais totalement. Alors moi j'étais bien dedans, mais c'est vrai que, à y repenser, c'est pas un film que non plus vers lequel je retournerais naturellement, quoi. Mais je trouve que ça a des beaux discours et ça dit même des choses très justes sur la question de la foi et de la place de la foi dans la religion, parce que c'est un film qui questionne le parallèle entre l'église et la religion, genre le catholicisme. Quelle est la véritable raison d'exister de l'église au sein de la foi et du catholicisme. Donc j'aime bien ce qui se passe d'un point de vue thématique dans le film, mais encore une fois, moi sur la question du thriller, les gars, je suis pas rentré dedans du coup. D'un côté, je suis un peu d'accord avec toi, et de deux, je trouve que la manière dont il le fait, et là je rejoins Julien, c'est que c'est vraiment très formaté pour les Oscars. Du coup, ça essaye de dire des trucs, hein, mais ça pousse pas son propos, ça va pas très loin. On est dans du classicisme pur après, sous forme de production, quoi. Ah oui, mais... C'est vrai que quand tu dis que ça pousse pas les choses, tu le présentais en fait comme le thriller chrétien, mais en fait ça ne parle très peu de religion finalement. Pourtant le cœur du film c'est l'opposition entre les réformistes et les conservateurs au sein de l'église, mais ça parle très peu de religion. Autant ça parle de la place de la foi en termes de croyance, comment tu la places dans ta vie, donc avec le cardinal Lawrence qui se demande est-ce qu'il va continuer justement à travailler au Vatican, est-ce qu'il va se retirer dans un monastère, ou même est-ce qu'il va peut-être quitter la religion catholique, on ne sait pas, sur un point de vue très individuel sur sa foi, mais après sur le terme même de la religion, en fait, tu as très peu de choses qui est dit, et ça se résume vraiment à de l'opposition purement politique. Mais après, c'est un film sur le pouvoir de l'Église et la légitimité de l'Église à asseoir ce pouvoir-là. Mais je trouve que la comparaison auquel ça me faisait penser, c'était un peu à la série The Crown, dans le sens où, dans les thématiques abordées, tu sens forcément un décalage, parce que quand on te parle de la royauté en Angleterre ou du Vatican, bah, t'as pas l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt en termes de pouvoir, en termes de décision sur le monde. C'est des endroits très enclavés, en fait. C'est très interne. Du coup, forcément, en termes d'enjeux, des fois, tu dis, bah, c'est pas très important. Et en fait, bah, si tu connais pas justement tout le système qui est à l'intérieur, bah, je pense que tu as du mal, en fait, à te sentir entraîné dedans. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je me suis fait une réflexion pendant le film. C'est que... pour eux, ça a vraiment l'air d'être la chose la plus importante du monde, ce qui se passe. Et quand tu prends un tout petit peu de recul, tu te rends compte que c'est vraiment leur microcosme à eux. Et qu'à l'échelle du monde, bah, c'est important parce que la religion catholique, c'est une religion qui est très présente dans le monde. Mais bah, quand il y a un pape qui meurt et qu'on fait une élection, on regarde la télé, on dit « Abemus papa », mais et ciao, quoi. C'est pas... Abemus papa. Tu connais pas ça Abemus papam. Abemus papam. Nous avons un pape. C'est ce qui se dit quand la fumée blanche elle s'élève du Vatican. Ah, c'est dire à quel point je suis pas dedans. Ouais, non, mais voilà. C'est pas la fumée noire plutôt ? Non, la fumée noire c'est quand c'est pour tous les jours de conclave où Ah, d'accord. où Je le crois pape que c'était est pas- l'inverse. Je est crois pas que c'était voté. l'inverse. La fumée blanche, ça veut dire que il y a un choix qui a été fait. Quand tu penses aux gros thrillers qu'il y a pu avoir, c'est souvent des trucs politiques avec des grosses machinations à l'échelle internationale, à l'échelle gouvernementale, où ça implique vraiment des grosses choses, donc forcément tu te ressens plus impliqué. Là, c'est peut-être plus compliqué, même si personnellement, pour moi, j'arrive quand même à rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, comme disait Mathieu, c'est vrai que ça implique quelque chose de grand, dans le sens où c'est comme les élections américaines. De quel autre pays, en France par exemple, on va avoir les élections, on va suivre les élections ? Tu vois, là c'est à peu près la même chose, dans le sens où même si, par les religions c'est touchy, mais voilà, le pape c'est quand même une figure qui est importante dans le monde, dans la société, dans le monde. Donc, bien sûr que tout le monde va un peu s'intéresser. C'est vrai que
malgré le microcosme, je trouve que le seul moment où c'est cassé, c'est le moment où justement ils annoncent qu'ils ont un pape, et tu vois que ça implique les gens quand même. Ça implique les gens quand même. Sur un autre point, je comprends pas trop tout le délire qu'il y a dans le sens où à côté c'est un peu le bordel niveau société. Enfin, je vois pas ce que ça apporte au truc, tu vois, le fait que il y a des tensions pas loin du Vatican, enfin ou même globalement dans le monde. Enfin, il y a des attentats qui ont lieu pendant voilà. la cérémonie du J'ai pas Vatican. compris ça. Je vois pas ce que ça amène en fait. Mais après, ça, c'est un peu le piège du film qui veut se faire huis clos, mais en même temps parler d'un truc à une importance internationale, mondiale. Le film te vend comme un huis clos, même si t'as des scènes qui sont un peu en intérieur, quelques-unes. Et en fait, comme il y a tellement de scènes, il y a tellement de lieux différents, même s'ils sont dans une unité de lieux très grande, t'as pas vraiment l'impression d'être enfermé avec eux. Oui, parce que ils sont toujours enfermés dans plein de pièces, mais plein de pièces différentes. C'est ça. Je suis pas trop d'accord parce que moi je trouve que justement là où la mise en scène je la trouve cool, c'est que avec les focales qu'il utilise, je me sens extrêmement cloîtré avec eux. Pas des masses. Et moi j'ai trouvé que plutôt, si tu vois, je sais pas si c'est parce que il utilise des focales très courtes, donc du coup t'as beaucoup de flou en arrière-plan et t'as vraiment l'impression de te concentrer et d'être avec eux. Et je trouve que vu que il y a beaucoup de gros plans, il y a beaucoup de gros plans, etc. Je sais pas, je me suis senti un peu exigu avec eux, on va dire. Après, moi, sur la question de la photographie, peut-être que je manque de connaissances sur la peinture et sur toutes les œuvres picturales sur la religion. La mise en scène m'a pas semblé des plus inspirées. C'est académique, hein. Oui, c'est très Mais académique. il y a des fois, j'avais l'impression de regarder un téléfilm. Il y a des scènes d'intérieur, j'avais vraiment l'impression... Après, c'est peut-être le problème de luminosité que j'ai eu avec le film, mais j'avais vraiment l'impression de regarder un téléfilm. Après, oui, en termes de mise en scène, tu sens quand même la grandeur, en fait, qu'est le Vatican par rapport à la taille... petite que sont ces hommes-là, mais voilà, ça reste toujours très, très classique. Après, le film, justement, il aborde plein de questions de société. Parce que c'est peut-être aussi la qualité et le défaut du film en lui-même, parce qu'il se laisse aller à des grosses simplicités scénaristiques, ou plutôt dans ses personnages, dans l'opposition de ses personnages. Mais le problème, c'est que les problèmes de société, il les aborde pas vraiment, en fait. C'est ça aussi. Il en parle, il dit Ça existe. l'homophobie, ça existe. Allez, sujet suivant. La place de la femme. Ça existe aussi. Voilà. Sujet suivant. Et en même temps, le film explicite un peu trop son propos, surtout la fin. Oui, mais Je me suis fait spoiler la fin. J'ai trop le seum. Moi, j'avais deviné. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Moi aussi, je l'ai vu venir à des kilomètres. Pourquoi tu l'as vu venir? On en a parlé juste après que j'ai vu le film. Pourquoi tu l'as vu venir à des kilomètres? Moi aussi, je l'ai vu venir à des kilomètres. Qui allait être nouveau pape? Mais genre le deuxième twist. Deuxième twist. Le deuxième twist. Ah ouais, non. Ça, non, le deuxième twist, je l'ai vu venir à des kilomètres, moi. Mais en fait, je l'ai vu venir parce qu'il y avait forcément quelque chose. Ça pouvait. Et il fallait que ce soit ça. Et ce que je trouve assez... on va pas spoiler comme des gros salles, mais comment dire, dans la salle où moi j'étais, je suis pas sûr que ça a été très bien compris, en fait. Ce qui se dit à la fin, ça a fait rigoler les gens au début au moment où ça a annoncé, parce que haha, twist. Shyamalan. En plus, il ressemble à Shyamalan. Putain, c'est un gratuit encore. Je sais pas pourquoi je le prends pour moi, mais... Et du coup, les gens ont fait haha, et ils sont passés à autre chose, et le film était fini, en fait. Alors que je trouve ce twist très intéressant et très judicieux sur la question non seulement de la masculinité dans la question de la religion, mais aussi genre la pureté du corps et le corps du Christ. Ouais, mais ils en font rien. Ben voilà. J'ai l'impression que c'est tout le problème du film. Il évoque plein de trucs, mais il n'en fait rien. Le seul truc qui est intéressant avec cette fin, c'est cette idée de... J'essaie de pas spoiler, mais du coup, c'est de se dire que la personne qui a été élue en tant que pape, elle a été élue justement pour son discours, pour ses idées, pour cette sorte de transcendance, de représentation à travers tous les chrétiens, indépendamment de toute autre caractéristique. C'est-à-dire que c'est vraiment se concentrer sur le fond et plus sur la forme, et c'est intéressant sur ce qu'est l'Église, etc. Mais effectivement, c'est un peu balancé comme ça. Et comme le dit Mathieu, toutes les choses qui pourraient parler de société ne servent que à faire des oppositions de clans politiques à l'intérieur du Vatican. C'est-à-dire que tu as les papes, tu as les cardinaux traditionnalistes, tu as les cardinaux progressistes. On est progressiste juste parce qu'on est progressiste, les autres on est traditionnaliste parce qu'on est traditionnaliste, c'est tout. Non mais du coup je reviens sur ce que je disais avant qu'on dévie un tout petit peu. C'est qui est élu et qui est derrière tout ça. Et c'est le pape qui vient de mourir, bien évidemment. C'est ça que je trouve dommage, moi, avec le film, c'est que, pour moi, l'intérêt du film, il aurait dû être là. Tu me vends un thriller, donne-moi un thriller, que ça me donne des miettes de pain tout au long du film, ça me dérange pas, c'est l'intérêt qu'on nous fasse réfléchir, qu'on dise « Ah, là, c'est possiblement ça », mais faisons quelque chose à la fin, au lieu juste de... Twist. Mais il y a un sentiment de trop peu à la fin. Un peu, Même ouais. la scène finale, tu vois, la dernière scène,
qui joue beaucoup sur le hors-champ. Et comme je dis, quand tu le digères, tu peux même te demander est-ce que c'est vraiment crédible tout ça? Ouais. Tout ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment crédible en termes d'enjeux, de comment tout ça se déroule? C'est-à-dire que l'arrivée en fait, les rebondissements qui arrivent. L'arrivée d'un cardinal non prévu, un cardinal dont tu découvres la supposée corruption, etc. La manière dont tout s'achemine. Le cardinal d'extrême droite. C'est comment qu'il s'appelle? Todesco. Ouais, je crois que c'est ça. Le cardinal traditionnaliste. Qui vape. Ça, alors, je tu vapotes, oui. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et ça me fait mourir de rire. C'est que il y a des gens qui ont été voir le film juste pour ça et je vous mens pas. J'ai vu des commentaires, des gens qui disaient ah mais vous avez pas menti, il est comme tout le monde, il vape dans les moments les plus inappropriés du monde. Je vous jure qu'il y a des gens, en tout cas j'ai lu sur Twitter qu'il y a des gens qui ont été le voir pour ça. Et parce qu'il faut savoir qu'il vapote au moment où il y a eu l'attentat. Ouais. C'est vrai. Non, il s'est dit tant qu'il y a de la fumée. Non, il y en a une en particulier où une révélation qui est faite à tous les membres du conclave et ça s'énerve dans tous les sens, ça gueule dans tous les sens. Et à la fin, au moment où ça met les choses à plat, il a pas un regard caméra, mais il regarde Lorenz, donc Ralph Fiennes, et il lève sa clope électronique et il tire une vape devant tout le monde en mode je mets les points sur les i. Et vraiment, c'est d'accord. Et alors ça, par contre, c'est un des aspects du film que j'ai bien aimé, mais qui est exploité notamment par la vape, mais aussi par tous les plans sur les clopes, les iPhones, les trucs comme ça. C'est montrer que c'est des cardinaux, mais c'est pas... on n'a pas une image du Vatican qui est spécialement... ils sont pas présentés comme... hors du commun. Hors du commun. C'est des êtres humains, ils fument, ils sont sur leur iPhone, pour y jouer Candy Crush pour passer le temps. Et ça, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, voilà, c'est un détail. Hein, après, le film l'explicite, à un moment, t'as, je sais plus, je crois que c'est Fiennes ou Tucci qui dit « Nous ne sommes que des hommes ». Et t'es là en mode, oui, film. Alors, c'est tout ce que tu essayes de nous dire. Je crois qu'ils le font plusieurs fois en plus. Ouais. Bah après, c'est ce que dit. Après, c'est aussi le discours de Lorenz sur nous voulons un pape qui pêche et qui demande pardon. Mais ça, j'ai beaucoup aimé ce discours. Tu vois, la question de la foi. C'est ça qui est dommage dans le film, c'est que t'as deux facettes du film. Le côté thriller qui, en fait, quand t'es dans la salle, soit tu prends comme Jérém et moi, soit qui prend pas. Mais une fois que tu ressors et que tu l'analyses, tu te rends compte que tout est surfait et c'est peut-être pas forcément très crédible. Et la deuxième chose que propose le film, c'est toute cette réflexion sur la foi, le fait que nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des hommes qui ne choisissent pas leur destin. Parce que toute la question du personnage de Lorenz, c'est ça, c'est une personne qui est peut-être à deux doigts de quitter la foi et qui peut-être se rend compte qu'il peut devenir le leader de cette foi en devenant le pape. Et c'est de savoir est-ce que cet homme va rencontrer son destin ou non. Et finalement, ça va glisser en surface, enfin ça reste en surface pour le côté thriller qui n'arrive pas à convaincre. Et je maintiens que j'ai beaucoup aimé le discours sur la foi et la place du doute. Ah, c'est très beau. Du doute dans l'espoir de la foi et du doute. Encore une fois, c'est très explicité, mais c'est bienvenu parce que là, il s'adresse à une assemblée et que le discours a du sens. C'est le sous-discours que tu trouves dans la plupart des Scorsese, en fait. Le doute, la foi. Oui. Mais voilà, que le film n'arrive pas vraiment à magnifier. On est sur le 30e épisode, il a parlé Scorsese combien de fois par épisode? Oh là, trop. Moi, les acteurs me ressortent pas trop, par contre. On a un beau casting, mais... je vous avoue que personne ne me... Moi, le casting me fait beaucoup rire parce que, encore une fois, on revient là-dessus, hein, mais c'est du sur-mesure pour les Oscars. Mais totalement. On prend déjà un acteur, on prend un réalisateur dont le dernier film a reçu 4 Oscars, on disait tout à l'heure. C'est ça, je crois, un truc dans le genre. Le mec est oscarisable, et non pas oscarisable. J'ai pensé à la même blague. J'ai vu les regards des autres, on a tous pensé pareil. Donc ça, et après on prend un sujet un peu touchy, mais pas trop, une adaptation d'un bouquin que j'ai pas lu, et honnêtement je me suis pas renseigné, mais je me suppose que ça a dû pas trop mal marcher. Et on balance des acteurs qui n'ont plus rien à prouver, parce qu'on va pas se mentir, hein, Ralph Fiennes, il a plus rien à prouver. John Lithgow, et ça les touche non plus. Hein. Les mecs, ils ont fait leur carrière. Et non mais voilà, on prend quelques acteurs qui, un petit Oscar par-ci, un petit Oscar par-là, c'est pas trop dur. Ils ont plus rien à prouver, et on met tout ça dans un joli paquet, et on sort ça le 4 décembre. Comme ça, on est pile poil dans le créneau. Moi, c'est ça qui m'a fait tilter, c'est que le film, j'en ai très peu entendu parler avant. J'en ai entendu parler, on était mi-novembre, quelque chose comme ça. Ouais, 2 semaines avant qu'il sorte. 2 semaines avant qu'il sorte. Et bah, c'est vraiment pour moi le propre du film des Oscars, c'est que on sort les films avant la période limite, et comme ça tout le monde s'en souvient au moment où c'est les Oscars, et ça fait un peu ça quoi. J'adore, c'est marqué sur l'affiche française du film, je crois, il y a un truc genre un prétendant pour les Oscars, ou un truc dans le genre. Pour les Oscars, ouais. Parce que c'est triste, mais qu'est-ce qui sera retenu de tout ce film? C'est juste qu'on te vendra le film comme la performance de Ralph Fiennes. Ouais. Oh, c'est même pas une performance de mais dingue. qui est même pas sa performance. Hein, mais par contre, un truc où je me dis l'Oscar, s'il est nominé aux Oscars pour ça, je me dis cohérent.
La musique. Oui, par contre, oui, je voulais en parler, j'ai pas pu le placer, mais la musique, j'ai trouvé super bien. J'aime Ouais. bien la place des cuivres dans la musique. Voilà. Même si, bon, est-ce que c'est la salle où je suis allé? Le son Encore trop une fort. fois, le MK2 bibliothèque, arrêtez de surmixer votre film. Ouais, la scène de l'attentat. Boum. Ouille les tympans. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Conclave? Jérém, tu as toujours quelque chose à rajouter? Ouais. Sachez que Conclave, c'est un budget de 20 millions de dollars, pour un box-office mondial actuellement à 37,8 millions, dont 30,2 aux États-Unis. Et pour son premier jour en France, qui était donc le 4 décembre, il a fait 36 907 entrées. C'était le deuxième des nouvelles sorties du jour, derrière Wicked. Alors simplement, je me pose la question de la réception de ce film-là, par exemple, en Italie, parce que la langue dans ce film-là varie beaucoup. On n'en a pas parlé. Mais la langue, le fait de parler, ça parle un peu italien, ça parle un peu espagnol, ça parle beaucoup anglais. Ça parle latin surtout. Voilà. Mais tu sens que c'est un film américo-britannique, du coup, il faut utiliser de l'anglais. Et puis, bon, en toute logique, dans des réunions comme ça parle forcément anglais parce que Oui. c'est une langue un peu plus commune, comme il y a des gens qui viennent du monde entier. Mais tu sens que ça switch souvent en fait. Ça passe italien, espagnol, anglais, bon, pas de français. Dommage. Même si on prend une balle perdue à un moment dans le film. C'est vrai. Ouais. Pourtant, le film faisait, relance pas le débat, sinon on va pas sortir, mais il faisait une chose intéressante sur la question de la langue, notamment avec le cardinal Todesco, justement, où justement, quand il dit finalement, on n'est pas si rassemblés que ça, puisque on est divisé par les langues, alors qu'avant, avec la bonne vieille messe en latin, eh ben, on avait tous la même messe. Et encore une fois, cette intrigue, ce sujet-là, le film n'en fait quoi? N'en fait rien. Voilà. Ils te disent que les progressistes, ils sont opposés au retour du latin. Mais alors pourquoi? Ça, on va pas te le dire. Hein. Bah, juste, Stanley Tucci, je ne veux absolument pas revenir à cette chose archaïque qu'est la messe en latin, c'est tout. Pourquoi, monsieur Tucci? Parce que... Conclusion. Non. Conclusion, le film ne fait rien. Voilà. En fait, justement, j'ai une transition toute donnée avec le film suivant. On rentre dans les rattrapages avec un film qui parle justement de la religion et qui en fait quelque chose, mais pas trop, mais aussi, Mais un peu quand mais même. quand même. Vous avez vu Hérétique, les gars? Non, pas encore. je voulais aller le voir, mais pareil, j'ai pas eu le temps. Donc Jérémy et moi sommes les seuls à avoir vu Yes. Hérétique avec Hugh Grant. Donc c'est l'histoire de deux mormons qui font du porte-à-porte pour vendre leur religion et elles tombent sur un théologiste. Et... quel piège. Moi, le film, en fait, c'est marrant parce que c'est un vrai thriller, hein, horrifique. C'est pas à 24. Si, c'est à 24. C'est un 24, en effet. Et du coup, pendant le film, j'ai commencé en mode, oh, c'est nul à chier. Oh, c'est vachement bien. Eh, c'est un peu naze. Oh, c'est vachement bien. Et je suis exactement du même avis, le film est en dents de scie tout le long. C'est vraiment au niveau du... Au niveau de ce que j'en pense, c'était vraiment... Ah, ça c'est intéressant. Ah, mais pourquoi tu fais ça? J'ai déjà vu ça 1000 fois. Mais c'est marrant parce que le film s'ouvre quand même sur deux meufs mormons qui parlent de la taille des capotes. Oui, Et quand tu rentres dans un film comme ça, t'es vraiment en mode... oui, j'étais surpris aussi. Aïe. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais Julien et moi avons échangé un regard étonné après cette information. Genre vraiment, une des premières répliques du film, c'est ah ouais, mais les XL, ça taille pas. Tu vois, Et après, t'as Hugh Grant qui fait une comparaison très rigolote entre la Bible, le Torah et le Coran avec le Monopoly et les plagiats de musique. Je peux vous assurer que la nonchalance, le style avec lequel il te délivre ça est absolument génial. Et en fait, c'est marrant parce que la mise en scène générale du film s'accorde très bien avec le propos. C'est-à-dire que c'est un film sur la foi et sur en fait genre donner pleinement conscience à un état de fait qu'on te donne qui peut être complètement superflu. croire ou ne pas croire. Exactement. Et en fait, ce que Hugh Grant essaie de prouver à ces deux gamines mormons qui ont toujours grandi dans la religion mormon, c'est on vous a baigné là-dedans, donc forcément vous y croyez, mais toutes vos connaissances se basent sur du superflu. Et donc, t'as des scènes, par exemple, dans lesquelles tu rentres dans une pièce et tu te dis, il y a un miroir dans cette pièce. Et pendant 1 minute, tu te dis, il y a un miroir dans cette pièce. Et au bout d'1 minute, tu te rends compte que, non, la pièce est juste parfaitement symétrique. Et voilà, donc la mise en scène s'adapte parfaitement au dispositif du film. Et pendant 1 heure de film, tu peux vraiment te demander si Hugh Grant est dangereux ou pas. Ce qui donne une tension au film. Parce que tu te dis, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Est-ce qu'elles sont vraiment en danger? Et ça rentre avec le propos du film. C'est ça, ouais, vraiment, c'est... Il y a une tendance, surtout aussi, vu comment Hugh Grant le joue, parce qu'il joue très bien, je trouve, dans ce film. Très anglais. Ouais, voilà, il a un flegme très, très british qui fonctionne très bien. Et donc, oui, t'as cette tendance à te dire, attends, est-ce qu'il est si salaud que ça ou pas? Est-ce qu'il va vraiment leur faire une vacherie ou pas, tu vois? Parce que quand il part sur ses explications sur le Monopoly, moi et tout, j'étais en mode, putain, mais le mec m'intéresse quand il dit les choses. J'ai adoré ce passage. Vraiment, j'étais en mode, mais le mec m'intéresse quand il dit ça. Et moi, j'évoquerai vite fait la fin aussi, qui, je trouve, m'a fait réfléchir sur ce que j'ai vu. Parce que le coup du papillon, là, voilà. Et je me suis posé la question, c'est
est-ce que ce que j'ai vu... ce serait spoilé de dire ça, mais ça m'a fait réfléchir sur ce que j'ai vu, en tout cas, pendant le film, surtout sur la fin du film. Bah c'est con moi parce que du coup la dernière demi-heure du film m'a complètement perdu. Il aurait pu faire tellement plus intéressant et juste en matière de proposition de thriller horrifique et tu retombes dans du classicisme très très déjà vu quoi, donc c'est un petit peu triste. Je dis pas que c'est du grand art, hein, mais, ça fonctionne. Le film avait le potentiel franchement d'être un excellent voire grand film de genre à son niveau. Et il a décidé de se ranger dans les rangs du juste. Bah c'était cool, mais dans 2 semaines je l'aurais oublié. À 24 ? Oh, dis pas ça, s'il te plaît. Non, mais heureusement que Fred n'est pas là quand tu dis ça. J'aime beaucoup les films d'A24, mais je dois reconnaître, il faudra faire ce débat un jour. Ouais, mais c'est vrai que à force de faire. Est-ce que peut-être que A24 est pas en train d'être devenu totalement formaliste en fait, et de devenir une caricature d'elle-même. Peut-être. Mais c'était l'avantage quand ils faisaient 2 ou 3 films par an. Maintenant ils en font une dizaine. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils en fassent autant, mais. Par contre, un autre studio qui fait des films et des séries par dizaines, par milliers, par trop, et en même temps ils en ont tellement pas assez qu'ils sont obligés de transformer une série pour Disney Plus en film, tellement leur calendrier est pourri. Ah, mon cœur il a raté un battement là, c'est fou. On a vu Vaiana 2, le dernier film de Disney. C'est triste. Spoiler, c'était nul à chier. Moi j'ai pas vu. En fait, j'ai vu un truc assez intéressant passer, c'est que les gens étaient très fans des films d'animation Disney des années 2010, style Zootopia, La Reine des Neiges. Non, mais il y a eu un vrai relan d'intérêt. À partir de 2009 avec la Princesse la Grenouille, non. Princesse la Grenouille d'abord, Réponse après. Ouais. Mais bon, Réponse a été le gros... Et les gens tendent à dire que à cette période-là, Disney ingérait beaucoup Pixar, parce qu'ils ont racheté Pixar, et donc ils s'imprégnaient du savoir-faire et du style Pixar. De quel savoir-faire et de style ressemble le cinéma d'animation classique de Disney aujourd'hui ? L'argent. Marvel. Ouais, non. Vaiana 2. C'est cohérent, l'argent. Oui, non mais Vaiana 2, c'est littéralement un épisode de Marvel. Mais il y a une scène post-crédit avec le méchant qui dit je reviendrai. On dirait Venom 3, putain. Comme Knull dans Venom 3. C'est Thanos, hein, vous avez pas compris. Hein. C'est Thanos, il est assis sur son cul et il dit il y aura un film après. Venez le voir. Et en plus, les prémices du film étaient déjà... Alors, j'ai essayé d'avoir de l'espoir parce que moi, j'avais adoré Vaiana premier du nom. Mais bon, en même temps, quand on met des équipes talentueuses avec des réalisateurs talentueux, hein, parce que Musker et Clements, c'est pas la moitié de n'importe qui quand même. C'est vraiment des gros réalisateurs de chez Disney qui ont fait des gros succès. Les mecs, ils sont derrière quand même... Aladdin, La Planète au Trésor, Basile Détective Privé, c'était eux aussi. Ils sont si vieux. Ouais, Basile Détective Privé, ils l'ont pas fait tout seul. Ils étaient 4 dessus. Mais après, ils en ont fait quelques-uns. Hein, Mais oui, en tout cas, ce Vaiana 2... mais déjà, quand le film est annoncé par le président de Disney pendant une convention et que les équipes qui bossent dessus sont même pas au courant, déjà ça partait mal. Ça devait être une série Disney+, c'est devenu... rien. Et tu le sens, bordel, tu le sens le côté épisodique sur certains, surtout au début, tu le sens le côté épisodique, c'est vraiment je passe d'un endroit à un autre. Sans qu'il y ait de lien forcément entre les personnages et même au niveau du montage, il y a rien qui colle. Enfin, c'est vraiment. C'est très décousu. Hein. C'est ultra décousu. Toutes les 20 minutes, c'est le plot of the week. Hein. C'est vraiment, c'est l'intrigue de cette semaine. Sauf que on a charcuté. Du coup, ça veut plus rien dire. Toute cette séquence là dans le ventre de la baleine. Ouais, c'était un épisode. C'était un épisode avec la chanson pour finir. J'aime bien cette chanson là par contre. Je les trouve nulles les chansons. Non, il y a une ou deux chansons que j'aime bien, mais après. Ouais, tout est très télescopé, mais très décousu, quoi. T'as l'impression de passer du coq à l'âne. Mais après, alors, je suis pas très fan du 1, moi. Je l'aime bien, mais le 1 a un petit peu ça aussi. Je suis pas d'accord. De style, voilà, les péripéties sont très de but en blanc. Apparaissent de but en blanc. Mais là, c'est encore plus le cas dans celui-ci. Mais d'autant plus que là, c'est d'autant plus marquant que dans le premier, t'as deux vrais personnages. Oui. Qui apprennent à se connaître, Vaiana et Maui. Et encore, Maui apparaît au bout de 45 minutes de film. Hein. Oui, mais au moment où les péripéties elles commencent à s'enchaîner, comme tu dis, c'est vraiment à partir du moment où il est là, et c'est deux personnages qui apprennent à se connaître, et ils sont deux. Il y a un sidekick et un personnage non parlant, l'océan qui est là pour être là en fait. Le poulet, c'est un sidekick pas parlant non plus. Non, mais le poulet, c'est un sidekick, il est là pour le gag. Oui. Là, il rajoute 3 personnages sur le bateau. Alors déjà, pourquoi ? Le vieux qui cultive ses légumes dans la cale alors que c'est des pirogues. Mais de toute façon, ils servent à rien. Mais en plus, ils servent à rien. Il n'y a pas un seul moment où en fait, genre, ils ont des caractéristiques qui vont servir au plot de l'histoire. C'est des clichés ambulants. C'est des clichés ambulants pendant tout le film. Et ils servent à rien. Mais en fait, c'est vraiment, il n'y a pas un moment où ils se démarquent. Ils sont là pour être là. Mais est-ce qu'ils auraient été plus développés sur une série ? Probablement, mais bon là c'est un film et ils étaient là. Et c'est triste un peu.
Bah. Et ce que je trouve d'autant plus triste, c'est que ce serait une suite, comme Jérém va en parler dans ses chiffres, en direct ou DVD ou quelque chose comme ça, où Disney faisait des suites pour faire un peu de pognon en mettant pas de moyens. Ok, pourquoi pas. Mais là, ce film-là, il rentre officiellement dans la liste des classiques d'animation Disney. Jusqu'à présent, ça voulait dire quelque chose un peu quand même, quoi. Et là, on se rend compte que les prochains classiques d'animation Disney prévus, déjà, c'est que des suites, ce qui est déjà en soi pas ouf, hein. Mais bon, on se dit que dans Zootopie 2 ou La Reine des Neiges 3, il y aura des moyens mis dedans, il y aura du budget, il y aura des équipes talentueuses mises dedans. Là, les équipes talentueuses, elles sont peut-être là, hein. Mais bon, quand tu dois faire des épisodes et transformer tout ça en un film en genre 1 an, un truc comme ça, ça se voit pas en fait. Et ok, le film il est pas moche hein, visuellement. Hein. Bon, il est pas révolutionnaire. Mais il est pas révolutionnaire. Et le découpage est très fainéant. Et il est visuellement, il est beaucoup moins impactant que le premier film. Ah hein. bah ça. Le premier film avait des... en même temps, encore une fois... on a enchaîné les deux avec Jérém. On a vu le premier la veille. Moi, j'avais déjà vu, mais Jérém l'a découvert. Et on est allé voir le 2 le lendemain. Et Je reproche les mêmes trucs au premier qu'au 2, hein, par contre. Hein, c'est qu'il y a trop de chansons. Mais c'est un Disney après. Ça, c'est un Disney qui marche selon la formule Disney classique, disons. Ça reste une comédie musicale. Hein. Mais les chansons du 1, elles ont le mérite d'être bien quand même. Oui, quand même. Dans le 2, moi, il n'y en a pas une seule qui m'a marqué. Alors que quand je suis sorti de Vaiana 1, je redonnais les musiques à la fin. Oui, et le thème, je les connais toutes par cœur, les musiques. Le thème principal de Vaiana est très bien. Oui. Moi, j'ai pas plus de choses à dire sur Vaiana 2, c'est assez insignifiant. Et bon, c'est un peu triste qu'un film d'animation Disney devienne insignifiant. Et c'est triste que ça cartonne au box-office. Et voilà, non mais c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que... après, voilà. Week-end de Thanksgiving aux États-Unis aussi. Du coup, forcément, ça joue. Meilleur week-end de Thanksgiving de tous les temps. Thanksgiving. Thanksgiving, ouais. Thanksgiving. Non, mais non, c'est triste un peu. Et voilà, on s'arrête là, les gars. Sur ouais. Vaiana 2, mais on s'arrête pas là sur les Disney. On passe dans la deuxième partie de l'émission. On passe aux chiffres de Jérém. Jingle. Aïe. Vu que Vaiana 2 vient de sortir avec les défauts qui vont avec, vu ce qui vient d'être dit, je me suis dit que ce serait marrant de se pencher sur les chiffres des suites Disney. On va mettre les choses très claires dès ce début de chronique, le corpus est de 47 films. J'ai fait des choix qui peuvent être discutés, par exemple je n'ai pas pris tous les films sur les différents personnages de Winnie l'ourson, tout en prenant en compte le film Winnie l'ourson 2011, mais j'ai pris en compte tous les films faits clochette. Et j'ai compté toutes les suites Disney, quel que soit le moyen de sortie, que ce soit en direct ou DVD ou sortie en salle. Et dernier point important, j'ai également pris en compte les suites de Pixar, malgré Cohen m'ait dit tu devrais pas. Oui, il aurait pas dû. Mais il l'a fait quand même. Mais je l'ai fait. Mais il m'écoute pas ce garçon. Parce que ça s'appelle les chiffres 2. Jérémy, voilà. Fais les chiffres d'Owen et puis voilà. Oh bah d'accord. Il y avait super ambiance dans cette émission. Attends quoi ? Il y avait tous les films clochettes dans les listes. Je Oui. me souviens pas, je les ai pas vus. Enfin, j'en ai vu 2, mais j'ai pas vu les autres. Ah bah alors du coup tu m'as mytho alors. De quoi ? Non. J'ai vu tous ceux que t'avais mis dans la liste, mais j'ai pas vu. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça. D'accord, non, bah alors. Ok. Non. Ce garçon-là, quand Jérém a foutu une liste de 47 films, Mathieu, il est arrivé avec son message, il a fait « J'ai tout vu !» Non, l'ambiance, Voilà, mais- l'ambiance était plutôt « Ah, merde, j'ai tout vu. Oups !» Bon, on spoil un peu du coup, mais... Donc voilà, ce point-ci ayant été éclairci, je vous propose de plonger dans les chiffres de ces suites. 1990, c'est l'année de sortie de la première suite Disney avec Bernard Bianca au pays des kangourous. 4, c'est le nombre où le plus de suites sorties sont sorties la même année. C'était en 2002. 22, c'est le nombre de suites Disney sorties au cinéma en France, et donc 26, c'est le nombre de suites sorties en direct ou DVD. Les suites Disney, c'est 1031 nominations dans des cérémonies de récompenses, dont 261 victoires. On peut noter 2 victoires à l'Oscar du meilleur film d'animation pour Toy Story 3 et 4, ainsi que la nomination de l'Oscar au du meilleur film pour ce même Toy Story 3. C'est Pixar. Oui, bon, c'est bon. Alors, ça appartenait déjà à Disney à l'époque. Voilà, c'est pour ça aussi. Hein. Et pourriez-vous me dire laquelle des suites Disney n'a eu aucune nomination nulle part ? Il n'y en a qu'une seule sur le corpus de 47 films Et qui qui a eu 0 nomination, qui a eu rien du tout. mais en qui est nomination. sorti au cinéma, c'est parce que les directs ou DVD. J'ai compté les directs ou DVD dans les nominations que je viens de te dire. Hein. Le retour de Jafar. Il y a un seul film Frères des ours, le 2. qui n'a eu aucune nomination nulle part. Alors là, parce que Mais non, le bossu de Notre-Dame 2. j'ai vu le corpus, hein. Me dire qu'il y en ait qu'un. Oui, c'est ça, c'est surprenant, c'est qu'il y en a qu'un C'est seul. très choquant, du coup, là, honnêtement, Et ben sachez que c'est Cendrillon 3, le sortilège de Cendrillon. Parce qu'il y avait un Cendrillon 2 déjà. Mais oui Avec la rédemption d'une des sœurs de Cendrillon, tu ne l'as donc pas vu? Mais attends, le bossu de Notre-Dame 2. En vrai, les Razzie Awards, tu les as comptés. Non mais en fait, oui, je prends les chiffres IMDb qui vraiment a un panel de cérémonies de récompense assez énorme. D'accord. Du coup, effectivement, si elle est radie, ça fait déjà un peu plus de sens. Parce qu'effectivement, le bossu de Notre-Dame 2...
Meilleure lumière. Ouais, bah ouais. J'allais te le dire, ouais. 3853, c'est le nombre de minutes qu'il vous faudra pour revoir toutes les suites Disney, soit 64 heures 13 minutes, soit 2 jours 16 heures et 13 minutes. Ça fait pas tant que ça pour tous les films que c'est. C'est beaucoup de Ça films fait qui pas durent tant que ça pour un monsieur qui est en face de moi. Là. Oups. La suite la plus courte, c'est le film Winnie l'ourson de 2011 avec sa petite heure 3. Et à l'inverse, la suite la plus longue, c'est Les Indestructibles 2 avec ses quasi 2 heures, 1h58 pour être précis. Sachez qu'en moyenne, une suite Disney, c'est 1h22, mais si on prend compte que les directs ou DVD, la moyenne tombe à 1h15. Ça m'étonne pas. Bah, c'est des directs ou DVD, quoi. C'est... Moi, je me souviens que quand c'était le confinement, je me les enchaînais sur Disney+. Après, globalement, alors récemment, c'est moins le cas, mais les films Disney un peu anciens, genre entre les années 30 et les années 70, ils sont pas très longs non plus. Hein. C'est rare qu'ils fassent 1h30. À l'exception de Fantasia. Ouais, une fois que Fantasia qui est très long. Mais bon, Fantasia, c'est parce qu'il y a des longs morceaux de musique classique, quoi. En ce qui concerne les notes IMDb, la moyenne des suites Disney, c'est 6,3 sur 10, avec, comme film le mieux noté, vous l'aurez deviné, Toy Story 3. Merci, avec 8,3 sur 10. Et qui n'est pas assez. A contrario, quelle est la suite la moins bien notée? Le bossu de Notre-Dame 2. En effet, 4,6 sur 10. C'est perfect. En effet, 4,6 sur 10 pour le bossu de Notre-Dame 2. Attends, c'est et ça, c'est trop aussi. Parlons box-office maintenant, et de ce que l'on sait, le budget total des suites Disney c'est quasi 2,8 milliards de dollars pour une moyenne de 107 par film, dont j'ai trouvé le budget du coup, parce que j'ai pas trouvé le budget pour tous les films. Niveau box-office américain, ces films ont engrangé plus de 4,6 milliards de dollars de recettes, soit en moyenne près de 258 millions par film sorti au cinéma. Et avec comme plus grand succès Vice Versa 2, sorti cette année avec près de 653 millions de dollars. Et on verra bien si Vaiana 2 le dépasse, car comme on le disait, il pète des records et il est déjà quasi à 250 millions en quelques jours. Au niveau mondial, les films du corpus sortis au cinéma dans au moins un territoire ont accumulé 11,5 milliards de dollars de recettes mondiales, avec 6 films ayant dépassé le milliard, sûrement 7 avec Vaiana 2 du coup, avec une moyenne hallucinante de près de 461 millions par film. Et sans surprise, c'est également Vice Versa 2 qui a fait le plus de recettes mondiales, car il est à quasi 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait le 8e plus gros succès de tous les temps. Pas mal, non? Alors, Vice Versa 2 qui m'a fait mentir en plus, parce que je ne l'avais pas vu dans la liste du corpus, et que c'est le seul que j'ai pas vu en fait dans la liste, parce que j'ai pas eu le temps. Également, sans surprise, c'est Vice Versa 2 qui est le plus grand succès d'une suite Disney en France, avec 8 427 638 entrées, ce qui en fait pourtant seulement le 3e du box-office français de cette année, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais commencer l'analyse du box-office français de cette année, alors que c'est pour l'émission de fin d'année ça. Autrement, tous les films du corpus sortis en France ont rassemblé 65,5 millions de spectateurs en salle, avec une moyenne de près de 3 millions d'entrées par film. Passons donc maintenant à nos chiffres de ces suites Disney, et sans le vouloir, Mathieu est invité dans la bonne émission, parce que comme on l'a dit, c'est un grand fan des films d'animation, et même si Fred n'est pas présent pour l'enregistrement, il m'a quand même donné ses chiffres, donc du coup on va intégrer ces données. Yes. Au nombre des suites Disney vues, Julien est bon dernier avec 6 films. Mais déjà, si t'avais fait je pense une liste des chiffres Disney juste normale, je pense que j'aurais été bon dernier aussi. Hein. Ah ouais, d'accord. Je viens ensuite avec 13. Vient ensuite Owen avec 23, et Fred est deuxième avec 27, et enfin la déception totale, Mathieu qui a 47 sur 46, du coup, 46 sur 47, pardon, avec le fait qu'il n'ait pas vu Vice Versa 2. T'as frôlé le perfect, mec. Hein. Ah là là. Personne n'a accompli ça. J'étais persuadé que je l'avais le perfect. Non, mais quand il a envoyé le message, j'ai tout vu, j'étais en mode, mais c'est pas drôle, putain, j'ai rien à avoir à dire. 3 films ont été vus par tout le monde, donc je parle nous 5 en comptant Fred, les 2 suites du Roi Lion que sont le Roi Lion 2 et le Roi Lion 3, et ainsi que Toy Story 2. Genre il n'y a pas tout le monde qui a vu Toy Story 3. C'est vrai que Julien n'a pas vu Toy Story 3. C'est un scandale ça. On allait y venir, mais ouais. Du coup, aucun film du corpus n'a été vu par personne, puisque Mathieu a bien fait en sorte de nous mettre misère, même si c'est pas une compétition. Donc Mathieu est le seul à avoir vu 10 films du corpus, entre autres Winnie l'ourson 2, Dingo et Max 2 ou encore Planes 2. J'ai une question, est-ce que ça valait le coup? Alors, dans la liste, alors c'était quoi la liste? Alors il y en a 10, mais je t'en ai cité que 3 des 10 que t'avais vu, que t'étais le seul à avoir vu. Planes 2, ça valait le coup. Planes 2, c'est un vague souvenir dans ma tête, je sais que je l'ai vu. Ouais. Mais ça prouve bien quoi. Voilà. Voilà. Même Planes, premier du nom, tu me demandes de dire quoi ça parle, je te dis des avions quoi. C'est ce que j'allais dire. Donc, et à l'inverse, Julien est le seul d'entre nous à ne pas avoir vu 3 films que tous les autres ont vus, Toy Story 3 et 4, ainsi que Les Indestructibles 2. Non mais Indestructible 2, ça se pardonne. Ça fait une grosse perte sur les 3, une très grosse perte sur les 3. Mais ouais, Toy Story 3, c'est bon, chef-d'œuvre.
Ouais. Je le regarderai. En toute honnêteté, je pense qu'il rentre facile dans mon top 20 de mes films préférés de tous les temps. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci mon ami. Passe au jeu. Ouais. Oui. Alors, ton jeu, j'ai très hâte en plus. J'ai un jeu qui est très drôle. Vous voyez donc qui est Eric Roberts. Bah, depuis que j'ai regardé la gueule qu'il avait tout à l'heure, oui. Voilà, bon, si vous écoutez, allez regarder la gueule de Eric Roberts. C'est le frère de Julia Roberts, mais c'est aussi Maroni dans The Dark Knight. C'est aussi Ouais, cet c'est acteur. juste Maroni dans The Dark Knight pour moi. Mais Ouais, c'est pas faux. Mais il a cette tête On d'acteur. l'a déjà évoqué, Voilà. on l'a déjà évoqué, Eric Roberts, parce qu'il a joué dans les films de Weeble également. Mais moi, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, je connais sa tête, je sais qu'il a joué dans plein de films, mais alors te dire dans lesquels. le jeu, ça va donc être que je vais vous dire un film d'Eric Roberts avec Eric Roberts. Je ne vais pas vous donner le titre, je vais vous donner une description un petit peu rigolote et vous devez me dire s'il est vraiment dedans ou pas. Ok. Par exemple, est-ce que Eric Roberts est dans un thriller de Brian De Palma? Oh putain, c'est- je connais on bien a la les- filmographie on a de Brian De l'expert à Palma côté. pourtant, mais... Mathieu va appuyer sur le bouton au hasard et il faut dire oui ou non au hasard parce que là, ouf, j'en ai aucune idée. Je vais dire non quand même. Allez, oui. Amstrad. On va dire non. Non. Ah, Eh ben quand non. même. Est-ce que Eric Roberts est dans le 3e opus d'une saga d'horreur dégueulasse sur des gens reliés par la bouche et le cul? Je veux dire Human Oui, Centipede le 3. je crois que oui, je crois que oui. Bah, je pense que oui, écoute. En vrai, vous venez de dire qu'il a tourné pour UV Ball, du coup en vrai ça m'étonnerait pas. Oui. Il est dans The Human Centipede 3. Est-ce qu'il est dans un film de Damien Chazelle? Il est dans Whiplash. C'est un Oui, je figurant crois. dans le fond. Alors, Je crois bien. Ça figure dans le... Pour le coup, ça sent un réel Est-ce qu'il dont serait je- pas dans First Man par hasard? dont je suis sûr d'avoir vu toute la filmo. Mais et moi aussi, donc... Je crois pas. Je vais dire oui, je peux peut-être dans First Man que j'ai il oublié. y a moyen que dans First Man il est Donc peut-être dans Babylone, parce qu'il y a tellement de monde dans Babylone que oui, non, je vais dire il est dans Babylone pour moi. Putain, c'est possible. Il faut qu'il arrête de mettre autant de monde dans ses films. Chazelle. Il faut une réponse, messieurs. Moi je dis oui, il est Allez, dans on va Babylone. dire oui parce que. Ouais, moi, je dis oui. Bien joué. Il est dans Babylone. Ah, c'est ça. Bien joué. Et je me souviens, quand j'ai vu Babylone, je me suis dit, oh tiens, Eric Roberts. Puis j'ai oublié. Et quand j'ai refait le jeu, j'étais en mode, oh tiens, Eric Roberts. Et voilà. Ouais, c'est sa carrière, au gars. Hein. Est-ce que Eric Roberts donne sa voix dans un film d'animation Disney? Alors, la majorité, je les ai pas vus en anglais, donc je vais dire que oui. Faux. Est-ce qu'il est dans une adaptation vidéoludique de jeux de combat? Bah oui. 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 Oui, dans Dead or Alive. Bah oui, de Tout. Weeble. Tous les fans de... Non, pas Uwe Boll. Ah non, non, et de Life, c'est vrai, c'est pas Paul lui. W.S. Anderson. Enfin non, Paul W.S. Anderson le produit, et c'est un réalisateur hongkongais. C'est pas le mec qui a fait... C'est pas Corey Yuen. Exactement. Juste pour ceux qui écoutent, Paul W. Anderson, on le connaît pour les adaptations de Resident Evil. Voilà. Le Monster Hunter, il me semble aussi. Ceux avec Mila Jovovich. Ceux avec Et le- Resident et Monster Hunter. Et Monster Hunter. Avec Mila Avec Jovovich. Mila Jovovich. Voilà. Et Uwe Boll est très connu pour avoir fait des superbes adaptations de jeux vidéo comme Postal. Voilà. Ou il avait pas fait Doom aussi. Si. Voilà. Non, non, Doom, non, c'est non. André Bartoviak. Non, mais bref. Tous ceux, Oui, qui... je connais. Très impliqué. Tous ceux qui ont... J'ai beaucoup- traumaté, j'ai traumaté Crost. Voilà, Karim Debache. Est-ce que Eric Roberts est dans un film, un western de science-fiction? C'est Oui. pas le truc Cowboy versus Envahisseur, c'est pas ça Ouais, c'est... Je dirais oui. Avec Ouais. Harrison Ford, ce film. Ouais. Allez, je suis chaud. Allez. Non. Ah, Ah, non. dommage. Ah non. Est-ce qu'il est dans un film de zombies portugais? La précision du film portugais. Attends, j'ai pas dit si le film est portugais ou... Les Si zombies les zombies- dedans, C'est les dedans sont zombies qui portugais. ouais. Allez, oui. Non, allez. Amstrad. Non, on va dire oui. Non. Ah, quand Eh ben, même. attends, du coup, c'était une invention ou t'as vraiment un film avec des zombies portugais? Non, c'est moi qui l'ai inventé. Bien dommage. Un film réalisé par le co-scénariste d'Andrei Roublev de Tarkovsky. Quoi? C'est aléatoire as fuck comme question. Non. Oui. Ça me paraît trop... Je vais continuer sur oui. Oui. Non mais en fait, c'est trop précis, tu vois, pour que ce soit inventé, un J'ai- truc comme ça. J'ai pas noté le nom de ce réalisateur, mais oui, le film s'appelle Runaway Train. C'est un film d'action assez connu, ça fait partie des gros films de la carrière de Roberts. Et quand j'ai vu le nom du mec, je me suis dit, mais attends, putain, il a travaillé avec Tarkovsky. Comment tu passes d'assistant réel de Tarkovsky à un film d'action? Avec Eric Roberts. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il est dans une comédie romantique avec Cameron Diaz? Alors c'est peut-être pas lui le Love Interest, mais oui. Alors, ça m'étonnerait même. Petite balle perdue pour Eric. Disons que elle a plus l'habitude de Tom Cruise que d'Eric Roberts, quoi. Alors, est-ce qu'il est dedans? Allez, oui. Ouah, oui. Est-ce qu'il est dans une variante un peu foireuse de Sharknado? Oui. Bon, ça m'étonnerait pas, oui. C'est déjà foireux, Sharknado. Ouais, Oui, c'est possible, genre. carrément. Il joue dans Sharktopus. Oh oui. C'est un mélange entre un requin et une pieuvre. J'étais en train de réfléchir à quel genre de conneries on pouvait parler, mais oui, effectivement. Est-ce qu'il joue dans un téléfilm spin-off de Doctor Who? Ah, non, il y a- ah. il y a bien moyen. Je dirais non. Alors, pareil, normalement, je les ai tous vus, et je crois pas.
Mais... Bah si, mec. Ah ouais? Si, il joue le Master. Et genre, en plus, il joue un méchant, quoi. Hein, et... Mais le Master, c'est pas n'importe qui en plus dans Doctor Who. Mais alors, c'est... Écoute, moi, j'ai trouvé, genre, quand j'ai tapé Doctor Who Master Eric Roberts, j'ai vu une affiche avec lui, et genre, vraiment, c'était... Mais genre, plutôt année 2010 ou plutôt année 2010. Oh putain, je m'en souviens pas. Oh, je vais aller regarder. Il faut que j'aille chercher cette information. Est-ce qu'il est dans une comédie de Ben Stiller? Potentiellement, oui. Je me dis, Ben Stiller, il pourrait faire appel à un mec comme ça. Oui, c'est possible aussi. Non. Eh bah si. Il est dans Disjoncté, avec Jim Carrey en rôle principal. Par contre, est-ce qu'il est dans un plagiat éhonté de Top Gun? Oui, mais je veux bien que tu me donnes le nom de ce Oui, plagiat pareil, éhonté si, de Top ouais, Gun. pareil. Top Gunner. Mais il est dedans, pas du coup. Ah oui, il est dedans. Est-ce qu'il est dans une comédie française avec Michel Blanc? Non. Ça me ferait Avec beaucoup... Michel Blanc. Ça me ferait beaucoup trop rire que la réponse soit oui. Non, tu les as vus avec Owen et Michel Blanc derrière. Non, bah ouais, mais attends. S'il te plaît, dis-moi oui, Owen. Oui, t'en moi je dirais supplie, oui aussi. Dis-moi oui. Je suis désolé, messieurs, ça n'existe pas. Quelle tristesse. Mais c'est parce qu'il a joué dans un film de Quentin Dupieux, c'est pour ça. Merde, me suis putain, dit, tu viens de répondre à une de mes questions. Tant pis. Bah non, Attends, tiens, dans quel film de Quentin Dupieux il apparaît? Réalité. Non. Ah bon? Non, c'est pas dans Réalité. Je sais. Rubber. Non. Dans Wrong Ah. Ou Wrong Cops? Wrong Cops. De toute façon, ça pouvait être que ces films américains. Oui. Est-ce qu'il est dans un film de Quentin Tarantino? Oui, je dirais Once Upon a Time in Hollywood, parce qu'il y a tout le monde. Inglourious Bastard. Je sais pas, dans le doute, je vais dire non. Bah bien vu, mec. Parce que ça... Franchement, non, j'ai cherché, hein, mais non. Et pour finir, est-il dans un film d'horreur de Paul W.S. Anderson? Ah Bah oui. Allez, oui. Vu le reste de la filmo qu'on vient Peut-être d'évoquer... Event Horizon? bah non, dommage. Échec. C'était mon jeu. On peut quand même dire que ce mec a raté sa carrière. Parce qu'il Non. n'a jamais été Non. dans une comédie française avec Michel Blanc. Ah oui, aussi. Non mais voilà, c'était... C'est ce genre de mec que j'aime parce qu'il me permet de faire un jeu aussi débile que ce que je viens de faire. Merci Eric Roberts. Mais c'est intéressant de voir qu'entre frères et sœurs, ils ont vraiment pas la même carrière quand même. Lui, c'est vraiment un second couteau absolu, alors qu'elle, c'était plutôt les têtes d'affiche, quoi. Et ils ont vraiment pas la même gueule. Oui, non, en plus. Ni le même sourire, tu vois, ni le même âge. Oui, non, bah, c'est pas la même personne, quoi. Ils ont pas le même sexe, tiens. Pourtant, ils ont le même papa et la même maman. Ta sœur et toi aussi, ça veut pas dire que vous êtes des copies carbone. Bref, le Joker revient donc à Julien. Ouais. Julien, tu es le détenteur de la carte Joker et tu vas conclure l'émission avec ton Joker. Alors, pas un énorme joker ultra préparé comme je peux en faire. Il y a une idée pour un joker très préparé, mais il demande vraiment de la préparation. Du coup, il attendra le prochain, je pense. Ce sera une thèse. Non, pas jusqu'à là, mais je pense que ce sera très intéressant. Non, une petite réflexion, débat suite à un post d'Allociné que j'ai vu passer. Je vous le montre, comme ça vous l'avez quand même en visu. En gros, c'est Allociné qui questionne aussi sur le fait que... qui questionne la nostalgie sur le grand écran et qui fait remarquer qu'il y a de plus en plus d'adaptations ou de scénarios originaux qui se passent dans les années 80-90. Et alors, pour vous citer les exemples que eux te proposent, ils parlent de Été 85 d'Ozon. On a le Love Live Bleeding dont on a parlé cet été. En série, on a Dark ou Stranger Things sur Netflix. Les Magnétiques. Les films... je n'ai plus le nom en tête. 120 battements par minute, voilà. Il y a même Hit. Oui, Hit par exemple, Call Me By Your Name, même récemment le roman de Jim. Même encore plus récemment, L'amour ouf. Bah oui, évidemment, L'amour ouf. Et Nos enfants après eux, qui vient juste de sortir. Oui, Leurs enfants après eux. Dont on aura sans doute l'occasion de parler. Et c'est vrai qu'on peut du coup questionner cette idée de mise en scène rétro. Et j'ai même le souvenir, par exemple, quand on parlait de Priscilla au tout début d'année, qu'on n'avait pas spécialement aimé de mémoire, tous. Non. Et en fait, le seul truc qu'on avait fait remonter, c'était, c'est quand même, on se croit bien dans les années 50. On se croit bien dans les années 50-60. Et c'est vrai que je repense par exemple à Winter Break, que moi j'avais beaucoup aimé. Un des trucs qui m'était ressorti quand j'avais vu Winter Break, c'était, on se croit vraiment dans les années 70. Genre, il y a le grain de la pellicule, il y a tout. Mais est-ce que finalement, ce besoin de rétro, est-ce que ce serait pas un peu artificiel? The Apprentice avait ça aussi. Du coup, je me permets de rebondir direct sur Winter Break parce que je trouve que justement t'enlèves ce côté pellicule qui a été rajouté. Hein, c'est toi qui m'avais dit ça, c'est que ça a été rajouté. Ouais, c'était numérique. Ouais, bah franchement, tu pourrais croire que se passe à n'importe quelle époque l'histoire. Enfin, je trouve. Hein. Mais alors après, oui, t'as le côté, t'as les bagnoles de l'époque, etc. Mais en dehors de tout ça, tu me dis que le film, t'enlèves l'effet pellicule. Hein. Tu me dis que le film se passe, je sais pas, dans les années 80. 90, peut-être même début 2000, j'y crois. Hein. Donc là, c'est un peu...
tu vois, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour moi, tu vois. Mais... Après, c'était justement, je mets cet exemple-là pour le soulever, c'est est-ce que finalement l'histoire, est-ce qu'il y a des films, genre ils ne tiennent que sur ce côté rétro, ou est-ce que même ce besoin de reconstitution est vraiment nécessaire? Par exemple, moi je pense à Oedipe Roi de Pasolini. Je crois que tu l'as vu, Owen. Oui. Et bah, par exemple, les costumes ne sont pas du tout des costumes grecs. Au contraire, ça vient beaucoup s'inspirer. Je crois que ça s'inspire beaucoup des costumes amérindiens, Maya, amérindiens, précolombiens en fait. Oui. Et ça rend pas du tout. Au contraire, ça rend le film super intéressant. Et même récemment, le choix esthétique des Trois Mousquetaires, qui donne quasiment une ambiance western, cow-boy. Alors que ça se passe au XVIIe siècle. Après, moi, c'est sur ce genre de considération-là, ça me passe un peu au-dessus. C'est-à-dire que c'était quel film dernièrement où je m'étais dit, ah, bah, c'était The Apprentice. En fait, l'esthétique très 80s me parlait, même si en général, c'est vraiment les périodes 60s, 70s, moi, où je suis très, 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 très friand. Mais j'ai pas vraiment besoin que des films contemporains m'y replonge, parce qu'en fait si j'ai envie de me replonger dans les années 70, bah je mate un film des années 70 avec le grain authentique. C'est pour ça que Winter Break m'a un peu rebuté et que je suis pas allé le voir, parce que je me suis dit à quoi bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est un peu ce qui avait été reproché par exemple au film The Artist. Je pense exactement la même chose. Où moi je trouve ça super bien. Mais parce que ça rentre parfaitement dans les thématiques de Hazanavicius. Franchement, tu compares The Artist à OSS 117, il y a énormément de parallèles que tu peux tisser. Mais c'est exactement pareil, enfin c'est le même principe, c'est que... Il re-questionne l'ancien temps. Il faisait pareil avec La Classe Américaine. Il le refait, il le parodie en fait, mais c'est pareil avec beaucoup de ses films en fait. La Classe Américaine, Le Redoutable... Pratiquement tous ses films, c'est ça. C'est se replonger dans une esthétique, dans un truc comme ça, que lui il aime bien et qui veut parodier, détourner. Singer, exactement, c'est un terme bien plus approprié. Et il fait ça tout le temps. Il le fait pour OSS 117. Pour couper. Avec les vieux James Bond, il le fait avec The Artist pour cette période de l'histoire du cinéma avec... les années 30, les grandes folies. Le parlant. Et même il le fait dans Le Redoutable quand il parle de... Godard. Et il fait ça tout le temps. Mais ça fait partie de son cinéma, quoi. Donc ça a du sens. Mais sur la question de Winter Break, ou même par exemple, après c'est... Hit, je pense au Hit, le clown. L'histoire originelle se passe dans les années 50 et ils l'ont remodernisé pour que ça se passe dans les années 80. Quelque part, ça a du sens parce que le film rentre un peu dans son ère contemporaine. Mais une série par exemple comme Stranger Things, on m'a un nombre incalculable de fois motivé à aller regarder Stranger Things. Moi justement, c'est le fait que le film arrête pas de vouloir nous caresser dans le sens du poil qui me rebute et qui me donne pas envie d'aller le voir. N'est-ce pas, Mathieu Etienne? Mais je trouve que c'est surtout l'effet Stranger Things, je pense que c'est cyclique en fait. C'est là, il y a des gens qui étaient enfants dans les années 80, qui ont les moyens et qui sont aux bonnes places pour faire des films. Du coup, ils font ce qu'ils les font kiffer en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans... Et dans 20 ans, ce sera les années 2000. Hein. C'était déjà il y a 20 ans, les années 2000 en plus. Oui, mais dans 20 ans, ce sera vraiment les années 2000 que nous, on a connu quand on était petits. Oui, j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est beaucoup plus années 90 d'ailleurs. Parce que aux années 90. Parce que 90, hein. La période commence à shifter en fait, entre les années 80 et 90. Moi, je réfléchis à quand il y aura la nostalgie des années 2000, quand on regardera avec beaucoup de tendresse la tectonique. Je le savais. Les MP4. Non, mais je crois que les années 2000 en termes d'expérimentation culturelle, c'est quand même quelque chose. Hein. Mais le grain le grain de numérique de cinéma des années 2000 est très identifiable et je serais très curieux de le voir réadapté au goût du jour. Bah regarde La Nuit se traîne dont j'avais parlé. La Nuit se traîne, c'est des caméras des années 2000. C'est vrai. C'est ce côté, j'avais déjà parlé, mais cette saturation des blancs, des couleurs, ce côté même terne en même temps. Il y avait ça dans Play un petit peu avec Max Boublil quand on part à partir des années 2000. Je souris parce que je sens qu'Owen il a plaisir à parler de ce film. Je crois que j'en parle. On a déjà parlé la dernière fois. Déjà là, dans l'épisode d'avant, t'avais déjà évoqué le film. Mais oui, de toute façon, on rentre déjà dans ce moult de pré-nostalgie des années 2000. Mais ça, c'est un peu plus notre génération. Après, tu disais que justement, tu n'avais pas besoin de cette nostalgie au cinéma parce que tu pouvais aller revoir un film d'époque, mais ça peut peut-être donner à un plus jeune public l'envie de découvrir aussi. Mais je suis pas si sûr. Non. Je repense à La La Land. C'est ce que pareil. Est-ce que c'est la même chose. La La Land est un film qui te dit va regarder du cinéma de Jacques Demy, mais en vrai de vrai. Il y a beaucoup de monde qui sont sortis les doigts du cul à aller regarder du film de Jacques Demy. Je ne pense pas. C'est pas faux. Tu penses que ça peut faire même l'effet inverse Ah oui. C'est ça, ils vont juste se cantonner à ce film-là et pas se dire tiens, je vais aller voir ce qui a inspiré ce film-là. Mais en même temps, c'est un peu la même question qu'on a avec... Tarantino. Non, je pensais au remake en fait. Quand tu fais un remake, mais que tu peux en garder justement la volonté de garder, je sais pas, tu fais un remake d'un film des années 80. Souvent, on fait des remakes, mais on les adapte un peu au temps moderne. Mais si tu gardes justement le côté rétro, bah, tu d'un peu... de recycler, voire même de digérer le film original, quitte à le détruire.
Ouais, mais justement, le remake, je trouve que t'as plus facilement un moyen de comparaison. Et donc, du coup, t'es peut-être plus attiré pour le voir. Tu te dis, ah, attends, ça donne quoi par rapport au film original, le remake. Alors que les inspirations, faut vraiment déjà aller les chercher, à part si elles sont évidentes. Et après, derrière, faut que tu te forces à te dire, vas-y, je vais me plonger dans un autre univers qui a potentiellement rien à voir avec le film que j'ai vu. Et donc, potentiellement, je ne vais pas accrocher. Alors que le remake, normalement, les films se ressemblent à peu près en termes de thématique. Dans le film, les deux vont être similaires, tu vois. Donc, Je vous trouve un peu pessimiste, en fait, sur certains trucs. Notamment, je vais partir sur l'exemple de La Land, parce que c'est un exemple qui me parle. Mais vous dites, est-ce que les gens auront été voir les films de Jacques Demy ? Eh ben, probablement que 99% non. Et peut-être que 1% oui. Mais il y en a qui l'auront fait. Et si eux, ça leur a plu et que ça leur a poussé à aller voir ça et à découvrir des trucs qui leur plaisent et que les autres se sont contentés de La Land parce qu'ils l'ont aimé, tant mieux pour eux. moi, Tant mieux pour les uns et tant mieux pour les autres. Attends, mais ça implicitait pas ça, ce que je disais. Hein, mais moi, très bien, justement. Tant mieux pour ceux qui ont été curieux. Maintenant, messieurs, moi je vais invoquer une trilogie de films dont j'ai le Blu-ray sous les yeux derrière la tête de Jérémy. Une trilogie de films qui a été réalisée dans les années 80 et qui invoque les 50s. Alors par contre, il y en a 4. Retour vers le futur. Ah merde. Ah non, je croyais que tu parlais d'Indiana Jones. Ah bah non, mec. Alors, il y en a 5, mais on parle pas du 5. Il y en a 5. Il y en a 5 en plus, c'est vrai. Il y en a 4. Mais non, voilà, Retour vers le futur déjà à l'époque était un petit trip nostalgique. Et aujourd'hui, quand on remate Retour vers le futur, on est dans un trip nostalgique des années 80. Des années 80 et plus des années 60. Et c'est ça qui est marrant avec ce film, avec cette trilogie de films, c'est que ça se trouve, c'était les premiers à faire ça. C'était extrêmement avant-gardiste. Et pourtant, genre, tout le monde kiffe Retour vers le futur parce que c'est trop kiffant. C'est exceptionnel, Retour vers le futur. Je crois que je suis l'une des rares personnes, parce que je veux balancer ce pavé dans la mare. Je suis l'une des rares personnes qui préfèrent le 3 au 2, mais vas-y. Je l'ai pas vu énormément le 3, donc je l'ai vu qu'une fois. Alors, je regarde rarement le 2 sans regarder le 3. C'est pas une considération que je fais vraiment. De toute façon, les 3 vont de pair. Hein. C'est un tout assez uniforme. Mais voilà, donc un film des années 80 qui réinvoque les années 50. Et c'était un petit peu un ovni à son époque. Et maintenant, t'as l'impression que c'est très le cas. Hein. Mais même l'amour ouf. Moi, j'ai pas compris hein, en regardant l'amour ouf que ça se passait dans les années 80. Mais pourtant, c'est clairement... C'est peut-être aussi une bonne chose, que ça montre aussi que l'histoire est plus universelle et que ça dépasse peut-être son esthétique. Après, moi, j'adore les esthétiques rétro. Mais moi aussi, ça me après, parle. Mais ça peut poser la question de est-ce qu'un film ne tient que sur son esthétique D'ailleurs, ça me refait penser à Maxine. Mais c'est ce qu'est Maxine. Mais finalement, la trilogie de T. West ne repose que sur ça. C'est ça. Hein. Mais ça marche. Après, pour X, ça utilise cette esthétique des 70s. Mais en fait, ça marche super bien parce qu'en plus de rendre hommage, ça réinterprète les classiques du genre de l'horreur. Mais c'est vrai que là, dans les films dont on a parlé cette année, à chaque fois on disait ouais, c'est vrai que on se sent dans telle année parce que c'est telle époque qui veut mettre en scène. C'est vrai que maintenant, rétrospectivement, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup dit ça cette année sur certains films. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai commencé à regarder That 70 Show, vraiment cool. C'est une sitcom. Et en fait, c'est vrai que j'étais... Donc ça reproduit milieu des années 70 et en fait quand j'ai vu les dates je savais que ça avait été fait dans les années 90 tu vois, sauf que j'avais pas vu que ça avait été fait de 98 à 2006. En fait c'est à la même époque que Malcolm ou Ma famille d'abord, et c'est là que je me suis dit à quel point mais c'est vraiment les années 70. Quand tu regardes la série, c'est une reconstitution tellement méticuleuse des années 70 que tu me dirais que c'est une série qui se passe dans les années 70 ou que ça a été fait genre 10 ans après, ça m'aurait pas étonné. Mais là tu vois, je suis en train de regarder mon top de mes films de l'année et je remarque, bon, j'ai énormément adoré The Substance comme vous tous, qui invoque les années 80 en matière de body horror. Late Night with the Devil, c'était génial, mais ça invoque. Les années 70. The Apprentice, c'est génial, mais ça invoque. Les années 80. Non, pas Furiosa. Furiosa à moitié, mais... Non, Furiosa, c'est trop unique. Oh. Tellement de films que j'ai pas été voir, là. Mais tout ça pour dire que cette place de la nostalgie et de l'esthétique d'antan, elle a vraiment été ingérée dans la mécanique en tout cas de films américains. De films américains, j'entends. Quelque part, genre, c'est cool, mais faudrait pas que ça devienne prépondérant. Que ça fasse une sorte de... Parce que j'ai balancé une petite balle perdue à 24 tout à l'heure, mais c'est parce que tu as ce côté industriel. Comme pouvait faire à 24 au début, c'était ce cinéma un peu indépendant d'auteur, mais en même temps de genre. C'est-à-dire qu'il pouvait aller plaire à un grand public, mais qui allait invoquer des thématiques plus cinéphiles.
mais c'est devenu c'est devenu en fait mainstream A24. C'est-à-dire c'est des grosses productions qui passent aux Oscars, etc. Et en fait qui jouent beaucoup aussi sur l'esthétique. Par exemple, Aftersun c'est du A24. Oui. Mais Aftersun c'est génial. Oui. Mais après le principe d'Aftersun c'est de reposer sur l'aspect de la nostalgie. Donc c'est aussi cohérent avec le film. Mais tu pourrais justement avoir à force d'utiliser cette esthétique rétro, en faire juste une sorte d'esthétique purement industrielle que tu copies-colles sur des films. Justement, je pense à un film sorti cette année qui a su invoquer énormément de styles du passé, même des années 10, tout en étant un film extrêmement novateur pour l'avenir. Oh putain, non, non. Alors, Je voyais la liste d'Owen sous les yeux et je ne comprenais pas. c'est ainsi que s'achève l'émission. À la semaine prochaine. Non, mais parlons de Mégalopolis, les gars, c'est vachement bien. Non, mais oui, non, mais après, Mais t'as pas tort, tu peux pas nier que Je ne nie pas. c'est présent dans Mégalopolis. Mais je n'en rajouterai pas plus. J'ai beaucoup aimé ce Joker et on pourrait parler des heures et des heures. Ne fais pas une panégyrique, s'il te plaît. Panégyrique. Panégyrique, pardon. Panégyrique, en fait, en fait, panégyrique, j'ai appris la définition en lisant le portrait de Dorian Gray. Quand tu fais un panégyrique d'une œuvre ou de quelque chose ou de quelqu'un, c'est que tu es tellement dans le superlatif que ça finit par desservir ton propos. C'est-à-dire que si je fais un panégyrique de Mégalopolis et que j'apparais comme étant complètement débile et beaucoup trop Débilement admiratif. eh ben, ça va pas aider Mégalopolis à être réhabilité. Merci pour ton Joker, Julien. Je t'en prie. À Qui tu le donnes? Cet homme est en train de rougir. Je sais plus qui a dit qu'il avait plus le Joker. Je sais plus si c'est Jeremy Owen qui s'est plaint de plus avoir le Joker depuis je ne sais combien d'émissions. Vas-y, balance un nom, peu importe. Mais je sais plus c'était qui. Moi, on me l'a subtilisé, mais Jérém ne l'a eu qu'une fois sur Eh cette bah, saison. ce sera Jérémy. Oh alors. merci. Bon, alors là t'as influencé le débat, mais bon, après j'aurais pu Non mais je attendre. voulais rendre justice à la personne qui a pas eu son Joker pendant. Mais Jérémy, comme d'habitude, pendant 2 semaines, Ah il va non, me dire- bah là je sais je sais, j'en avais déjà 2 d'avance, donc je sais déjà parfait. moi c'est quoi. Quand d'habitude, Jérémy, on lui donne le Joker, il est en mode oh merde, je sais pas de quoi parler. On commence l'émission, il nous fait je sais pas de quoi on va parler. Et après ça pop pendant l'émission. Et voilà. Cet homme est un téméraire Est un popiste. et pas un papiste. Non. Petit rapport avec Conclave. La boucle est bouclée, l'émission est terminée. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok. L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. On remercie beaucoup Mathieu. Merci à vous. On te fait des grosses bises. On vous Merci. Ouais, fait des merci grosses Mathieu bises. d'être venu. Vraiment plaisant. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.